la voiture? De la grille, de la grille. De la grille, il faudrait voir Les gens à la Alors nous sommes la Chorale populaire de Paris, une chorale qui va fêter ses 80 ans cette année, qui s'inscrit parfaitement dans la journée de la Résistance, dans la mesure où elle a été fondée donc en 1935 et où ses premiers fondateurs ont été subis beaucoup de difficultés puisque la première secrétaire a été assassinée par les nazis en Allemagne et que son premier chef de chœur a disparu. On suppose qu'il a été déporté, on suppose dans les nuits et brouillards, parce qu'on n'a pas du tout de nouvelles de lui, on ne sait pas du tout. Il s'appelait Peter Strosset. Nous répétons toutes les semaines à la Bourse du Travail de Paris, puisque nous sommes soutenus par l'UDCGT de Paris. Et nous avons un répertoire assez varié de chants révolutionnaires, de chants classiques, de chants traditionnels. Et nous produisons, par exemple, tout à l'heure à 20h, ici même, ou dans d'autres circonstances, pour des commémorations, mais pas seulement, pour diverses sollicitations, pour répondre à des sollicitations de villes, de communes ou d'associations. Donc c'est l'ARAC, l'association républicaine des anciens combattants, qui a été créée en 1917 par 4 fondateurs, Paul Vaillant-Couturier, Henri Barbus, Raymond Lefebvre et Georges Bruyère. Henri Barbus qui a eu d'ailleurs un prix pour le feu qui est reconnu mondialement sur les conditions des combattants de 14-18. Alors l'ARAC s'occupe des anciens combattants, mais pas uniquement, sur les questions de paix, contre le fascisme et contre le racisme. Vous voyez là, on présente le dictionnaire des fusillés par condamnation et comme otage, un volume 2000 pages, papier bible, la pléiade des fusillés, si vous voulez. Les autres fusillés, ceux qui sont fusillés sommaires, on les traite dans un site internet. Mais là, c'est un travail de 8 ans, travail exhaustif sur les fusillés par condamnation. Et c'est le poids de l'histoire, voilà, les 2 kilos. On a fait ça avec enthousiasme. C'est un travail d'historien, en contact avec le milieu des associations, mais soutenu par le CNRS, soutenu par l'université de Paris 1. Ça vient de sortir, c'est sorti le 4 mai. On l'a présenté à l'hôtel de ville, à l'auditorium de l'hôtel de ville le 7 mai. Là, c'est tout neuf, et ça marche très bien d'ailleurs. C'est publié par les éditions de l'Atelier. Nous sommes les représentants à Paris du musée de la Résistance nationale qui est à Champigny-sur-Marne et donc qui est organisé une sorte de fédération donc, dans différents départements de France. Il n'y a pas à proprement parler un musée national de la Résistance, mais une fédération de musées qui constitue un réseau sur toute la France. Ça va de Nice à Bourges, en passant par la Bretagne, différents endroits. Voilà. Et la tête de réseau se trouve au musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne. Voilà. Combien de musées Une douzaine à peu près. Un peu plus d'une douzaine. Ça change tellement souvent. Ça, c'est le stand du musée Maréchal Leclerc, musée Jean Moulin et la Libération de Paris. Alors nous avons un album présentant la vie de Jean Moulin, l'exposition sur Jean Moulin, qui est écrit par Madame Christine Avissouzé, qui est conservateur et directeur du musée.
musée avec Madame Dominique Veillant, qui est historienne aussi, et puis Madame Lévis Touzé aussi est historienne. Je vois qu'il y a aussi des dessins, c'est ça? Alors, c'est une exposition qui se passe au musée du Maréchal Leclerc, au musée Jean Moulin et de la Libération de Paris. C'est sur la mémoire gravée, c'est les timbres. Alors, elle est présentée du 23 mars jusqu'au 8 novembre. Et aujourd'hui, c'est gratuit. Nous, on représente ceux de Rabarouska, qui c'est un camp de concentration qui était en Pologne et depuis il est en Ukraine. À quelle période? En 1942, 42-43. Il est très peu connu ce camp. Très peu Pas connu. du tout connu, pas du tout. Qui a été interné là-bas? Nos pères. Nos pères. Ils ont été prisonniers, enfin ils étaient militaires, mais pas militaires de carrière. Ils ont été prisonniers par les Allemands. Et les Allemands, en désespoir de cause de les voir s'évader et de faire du sabotage, les ont envoyés dans ce camp de Rabarouchka, en Ukraine, en se disant c'est en dehors des conventions de Genève, ce qui fait que personne ne va s'occuper d'eux. Donc ils sont partis, mais ils ne devaient pas revenir. Et ils sont quand même résistants, ils ont du tempérament, ce qui fait que beaucoup sont décédés là-bas, beaucoup sont décédés dans les prisons qui ont suivi, et il nous en reste encore quelques-uns. Mais ils ont été les oubliés de l'histoire, et ce camp n'est pas connu. Et ils ont tellement souffert qu'à leur retour, ils se sont dit on ne veut pas en parler, si on raconte ce que l'on a vécu, personne ne nous croira. Donc ils sont restés enfermés sur eux-mêmes, presque. Et il n'y a que 10 ans qu'on a la parole de nos anciens. Donc on est le mémorial de l'internement de la déportation, donc mémorial du camp de Royalieu à Compiègne. Donc voilà, plus grand camp de transit de France derrière Drancy, qui a eu passer 50 000 personnes, plus de 50 000 personnes durant la guerre, donc avant la déportation, l'étape avant la déportation. Et aujourd'hui, il y a un musée. Il y a un mémorial, tout à fait, qui permet la visite de 2 bâtiments d'époque, donc 2 bâtiments authentiques. Et voilà, 10 salles thématiques avec également un tunnel d'évasion. Et voilà. Mais derrière la photo que vous avez, là, c'est pas aujourd'hui. Non, C'était à l'époque. c'était à l'époque, tout à fait. Ah, donc les Allemands ont fait des vues d'ensemble. Non, c'était... Qui est-ce qui a fait cette ça, vue? c'est après-guerre. La FNDRP, c'est quand même la plus ancienne association. C'est tout de suite après-guerre, une fois que les déportés sont partis de l'hôtel du Tessia, C'est moi qui me confonds. ils ont créé la Fédération nationale des déportés. François Moès et Marcel Paul. Ils ont créé un centre médical car les médecins ne savaient pas soigner les déportés à l'époque. Donc ce sont les médecins déportés qui ont créé ce centre médical au sein de la Fédération nationale des déportés. Ils ont créé en même temps un centre parce que les déportés n'avaient plus de métier, c'était tous des jeunes qui rentraient, qui avaient fait la déportation. Donc ils ont créé un hôpital et ils ont créé en même temps ce centre de rééducation pour passer un métier, pour passer des CAP. Vous pouvez rester 1 an, 2 ans ou 3 ans dans cet hôpital pour se soigner et apprendre un métier. Et bien sûr, il y a eu tous les droits de l'homme, bien sûr, en 1946, il y a eu des procès contre Nuremberg, il y a eu tous les problèmes judiciaires. C'est vraiment la fédération qui a... C'était la seule qui existe à l'époque. Hein. Quel est son rôle aujourd'hui? Pardon? Aujourd'hui, quel est son rôle? Elle continue toujours à travailler avec le Congrès national de la résistance et de la déportation dans les lycées, les collèges, à témoigner. Et bien sûr, le centre médico-social existe toujours. Il existe toujours. Alors c'est les Amis des Républicains Espagnols en région parisienne. Donc un peu notre objectif, c'est de faire connaître un peu l'histoire des combattants de la République espagnole. Et ensuite de leur combat aussi quand ils ont été réfugiés, qu'ils sont venus en France ou ailleurs, voilà. Il y a l'équivalent dans toute la France, vous êtes que sur la région Non, parisienne? nous on est région parisienne. Voilà, il y a d'autres associations. Voilà. Et sur Paris, on revendique un lieu de mémoire au nom des Républicains espagnols. Voilà. L'ANAC, c'est l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. Il y a 4 coprésidents, dont pour les plus connus, c'est Louis Cortot, qui est un des derniers compagnons de la Libération, et Cécile Roltangui, qui est très connue bien sûr.
Et nous, nous sommes affiliés à l'ANAC. On est l'association des anciens résistants des PTT, Libération Nationale PTT. C'est pour ça que nous sommes ici pour présenter d'ailleurs un livre, Les femmes des PTT et la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois qu'on sort de l'anonymat. Plus de 200 femmes des PTT qui ont été pour la moitié de ces 224, 98 ont été déportées, un quart ne sont pas rentrés, 6 juives ont été également gazées dès leur arrivée à Auschwitz, et c'est pour ça que ce livre est très important pour notre association. Alors l'ANAC, c'est l'association la plus importante d'anciens résistants. En ce qui me concerne, je suis au bureau national, donc avec Cécile Roltangui et Louis Cortot, qui a été cité par Madame le maire tout à l'heure, ou plutôt par le représentant du ministre, qui a cité Louis Cortot, puisqu'il était à 15-16 ans, il était à la Libération de Paris, il a été blessé, et il a été fait compagnon de la Libération par le général de Gaulle. Eh bien, la fédération des groupements d'associations d'anciens combattants et victimes de guerre de l'RATP organise des commémorations. Elle a été créée en 1945, dès la sortie de la guerre, par des résistants qui ont participé dans le métro, la CMP à l'époque et la STCRP, à la résistance, au combat de la libération de Paris. Et donc on organise une commémoration au château de Vincennes, à la station château de Vincennes, et dans les forts neufs de Vincennes où ont été fusillés par exemple 7 camarades de la compagnie de métro parisien. Voilà. Et donc on est en charge effectivement de pas mal d'organisations de commémoration et surtout de publier et de passer à la mémoire vis-à-vis des jeunes pour témoigner. Notre président qui a 91 ans, André Serre, a été résistant sur la place de Paris avec le colonel Roltangui, et donc ça c'est très important, il est toujours en vie et moi je suis là aussi pour relayer ça a été énorme, hein, puisque au niveau de l'insurrection parisienne et tout ça, les militants de la CGT, du Parti communiste de l'époque, ont participé effectivement à l'insurrection de Paris au mois d'août 1944. Et donc le nombre, non, je ne connais pas exactement, mais effectivement c'était très très important, puisqu'ils ont même organisé des manifestations à l'époque pour dire leur mécontentement par rapport à l'occupation nazie, etc. Voilà. Alors voilà, nous sommes émergés, c'est la mémoire des résistants juifs de la MOI, main-d'œuvre immigrée. Évidemment, les résistants, on n'a plus beaucoup, mais ce sont des historiens, quelques témoins qui portent sur les épaules cette organisation pour faire un musée virtuel avec des enregistrements d'il y a quelques années où il y avait encore quelques témoins. Et voilà, c'est le travail d'énergie et ça coûte très cher et c'est pour ça que nous sommes ici, pour récolter également des fonds. Nous avons des subventions, bien sûr, mais pas suffisamment. C'est Paulette Sarcé. Paulette, présente-toi. Paulette Sarcé, déportée résistante. Et Maryse Volikov, voilà. Historienne aussi. Non, pas historienne, d'une famille d'historiens seulement. Tout le monde connaît Serge Volikov, l'historien qui travaille beaucoup avec nous à MRG. Voilà. Bon, alors les principaux, moi je suis présidente parce qu'il fallait que mon nom apparaisse. Robert Chambéron, c'était quand même l'adjoint de Jean Moulin. Donc quand on a créé cette nouvelle association, Robert Chambéron était président d'honneur. On a dit, madame, est-ce que vous voulez être présidente? J'ai dit oui, mais nous avons aussi Catherine Courgeret qui est trésorière. Nous avons aussi Yves Blondeau qui est le secrétaire de l'association, qui est très actif, qui fait un très bon travail. Donc c'est une organisation qui a été créée il y a 4 ans, avant que mon mari tombe malade, mais enfin il s'en est occupé pendant quelques années, tant qu'il a été en bonne santé. Et puis on essaie de faire revivre, continuer de faire revivre les valeurs de la résistance et le programme du CNR en particulier. Et Robert Chambéron était l'adjoint de Jean Moulin, et il est mort il y a 4 mois, il était le dernier représentant du CNR. Quel est votre objectif? Continuer son combat,
continuer le combat du CNR, essayer d'avoir un petit peu de fraternité, un peu plus de fraternité et d'égalité, parce que j'ai entendu ce matin à la radio que le Parisien a été repris par LVMH, je crois. Donc l'éclatement, ce qu'on avait demandé à la Libération, c'est-à-dire une presse libre, est en train de se regrouper de nouveau et de faire pas des consortiums, mais des agglomérats un peu malsains en définitive, parce que c'est entre les mains des grosses sociétés. Une chose qu'il faut ajouter, c'est que les objectifs du CNR qui ont été mis en place. C'est le fils d'Henri Krasuki, personnalité importante de notre France. Ouais, non, par rapport au CNR, justement, c'est d'actualité. Les objectifs du CNR, qui étaient, tout ce qu'on a pu connaître par la suite, sont remis en cause au fur et à mesure par la politique actuelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, de CNR, il ne va plus rester grand-chose parce qu'on privatise, on casse carrément. La sécurité sociale, elle est diminuée, les transports sont privatisés, les aéroports sont privatisés, tout ce qui est public est diminué parce que non rentable et ainsi de suite. Donc tout ce qui était CNR au départ, qui devait assurer un niveau de vie, un mode de vie aux gens après la guerre, fait qu'aujourd'hui, on revient, plus on avance dans le temps et plus on revient en arrière. Donc le CNR, aujourd'hui, la qualité des choses, c'est de faire en sorte que ce qui a été acquis demeure et soit conservé, mais acquérir autre chose. Le problème, c'est que pour l'instant, on en est loin. Et quand on sait dans quelles conditions ce CNR s'est créé et les objectifs définis à travers ceux qui ont combattu, qui ont souffert et qui ont donné leur vie, pour certains, pas tous, mais certains, et qu'on en voit ça aujourd'hui, on se dit c'est hallucinant de voir des choses pareilles, c'est pas possible. Et on vient nous dire que c'est la modernité, qu'on avance dans le temps. Non, on recule. Alors l'histoire de ces médailles, donc c'était mon père qui était résistant dans les années 40 et qui faisait des faux papiers, qui était graveur et qui travaillait avec un graveur italien qui était premier prix de Rome. Et quand il a été arrêté, il a été déporté au camp de Buchenwald. Et dans le camp, il a continué à faire de la résistance. Il sabotait les pilotes des gyroscopes des V1. Il a continué à graver, les tampons des différents services de SS et il a réussi à dessiner, sous bonne escorte de personnes qui pouvaient de la résistance, qui pouvaient contrôler le fait que c'était totalement clandestin. Il a gravé des médailles sur des pièces, ça ce sont des pièces de 5 marques qui ont été écrasées, agrandies, ou bien sur des cuillères d'argent. Comme là, c'est un dessin préparatoire à ces gravures sur des cuillères d'argent, donc aplaties et sur lesquelles il pouvait graver. Comme outil, il a utilisé d'abord des baleines de parapluie qu'il a affûtées. Et puis, comme il avait été muté à l'usine de la Mibao, qui était une usine de fabrication des V1, il s'est fabriqué des véritables échoppes et il a continué à graver. Les médailles, je les ai, déposées au musée de la Résistance nationale. Et les dessins, je les ai encore en collection particulière et je vais sans doute les déposer bientôt aux archives de France. Il a ramené 4 carnets, sur ces carnets il y a également des dessins. Oui, j'ai commencé. Et le livre s'appelle Mémoire gravée. Alors, en France, on ne connaît pas beaucoup le réseau Comet, qui est d'origine belge. Et en Belgique, au contraire, c'est presque l'équivalent de Jean Moulin. Ce réseau a été fondé par une infirmière belge qui soignait des blessés à l'hôpital en 1940 et elle leur a proposé, quand ils ont été guéris, de s'évader plutôt que de devenir prisonniers. Et finalement, tout est parti de là. Et l'organisation n'avait pas de nom pendant la guerre, mais je crois que c'est après la guerre qu'on a appelé ça le réseau Comet. Et la fondatrice est morte, elle a été arrêtée, déportée, elle est revenue, elle est morte maintenant, mais le souvenir, la mémoire, a été repris par la fille d'un des membres du réseau qui s'appelait
Henri Georges, et sa fille, Brigitte, qui n'était pas née à la guerre, puisqu'il n'était même pas marié, lui, a repris le flambeau. Et nous nous réunissons encore tous les ans avec les quelques restes qui ne sont pas encore vivants, mais avec les enfants, les petits-enfants et toute la famille des survivants. Et aussi l'Angleterre envoie souvent des cadets de la RAF pour qu'ils attrapent le virus, enfin qu'ils reprennent le flambeau. Si bien que ce sont des réunions toujours très très nombreuses et très gaies. On adore se retrouver. On se réunit à Bruxelles. Oui, à Bruxelles. À Paris, je suis presque, je crois, la seule représentante. Mais à Bruxelles, c'est très très vivant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la fondatrice du temps où elle était encore là. Les Américains et les Anglais sont très reconnaissants de ce qu'on a fait pour eux. Et ils signent souvent des chèques pour l'association qui vient en aide à ceux d'entre nous qui sont dans la purée. Et Dédé, la fondatrice, leur dit toujours « Ne nous remerciez pas, nous qui avons eu la chance de faire la guerre sans devoir tuer. » Et donc, au contraire, la mission était de ramener des pères à leurs enfants, des maris à leurs femmes. Et c'est vrai que je crois que c'est ça qui nous soude entre nous. Et qui fait que, voilà. Vous êtes au stand de l'amicale des anciens guérilleros espagnols en France, FFI, et peu de gens connaissent l'épopée des résistants espagnols en France, qu'on appelait les guérilleros, donc, et qui faisaient partie intégrante, mais de manière indépendante, des FFI. Donc, forces françaises à l'intérieur. Alors ces brigades de guérilleros, qui étaient surtout présentes dans le midi de la France, ont participé donc à la résistance, à l'occupant, et très tôt, et ensuite au combat de la libération. C'est ainsi par exemple que le département de l'Ariège, dans le sud de la France, a été, on va dire, libéré essentiellement par les guérilleros espagnols, en 1944. Mais nous voulons aussi célébrer les résistants espagnols qui étaient dans la Moye, même d'œuvre immigrée, donc, et qui dès 1941, puis 42-43, certains étaient dans l'affiche rouge avec le groupe Manouchian, ont participé aussi aux attentats, aux embuscades contre les soldats allemands. Celestino Alfonso, oui. Je dois dire que ça, probablement, cette jeunesse espagnole combattante qui vient de 3 années de guerre en Espagne, qui est aguerrie, justement, va donner à la résistance française une importance et une efficacité qu'elle n'aurait peut-être pas eu si elle n'avait pas eu en son sein, dans tous ces groupes de résistants, des gens qui sont devenus très souvent des instructeurs, qui savaient manier les armes, qui savaient manier la dynamite. Alors il y a eu, dans tous les maquis du sud de la France, quand on cherche un peu, on trouve toujours un espagnol. Et puis, il y a eu des maquis spécifiquement espagnols, avec cette particularité que les Espagnols sont venus se battre pour la France, et certains sont aujourd'hui morts pour la France, mais ils se battaient surtout pour la République en Espagne et pour retourner en Espagne. C'est pour ça qu'à la fin de la guerre, en 1944, eh bien, ils vont partir, il va s'organiser en France un corps armé de 10 000 hommes. 10 000 hommes en armes qui vont tenter l'invasion de l'Espagne. Le plus gros des groupes, 3 000, vont rentrer dans le Val d'Aran et vont essayer d'implanter la République, un noyau de République. Ils vont être évidemment abandonnés. Franco va tranquillement dormir dans son lit, Salazar aussi aura un autre destin, mais en tout cas, cette tentative de renverser le fascisme en Espagne a échoué. Ce qui fait que quand on célèbre le 8 mai la libération du fascisme en Europe, on oublie un peu vite ce fascisme du Sud qui a duré très très longtemps. Et c'est un élément très important de l'histoire qu'on a tendance un peu à planter. La résistance espagnole, elle va durer jusqu'aux années 50. En 50, il va se passer en octobre en France un événement assez tragique, c'est l'opération Boléro Paprika, peu connue, sous le gouvernement Pleven. Il va y avoir une rafle en France, on est allé chercher au petit matin chez eux une rafle policière de 177 dirigeants de tout ce qui pouvait être républicain en France. Le PCE, les journaux Mundo Obrero, l'Organisation des femmes espagnoles et l'amicale des anciens combattants espagnols.
avec des placards de médailles comme ça, on va les rafler et on va les amener déportés en Corse et en Algérie. Cette opération pour les Paprika, nous souhaitons aujourd'hui que ce décret soit rapporté. Et nous menons campagne pour ça. Nous avons écrit au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, au ministre des anciens combattants. Et ce serait symbolique quand c'est 70 ans de cette date, qui représente 70 ans, on arrête ce décret qui est une honte pour notre pays d'avoir... Pour certains, ils sont revenus dans les années 70, parce qu'il y a eu des déportations en Corse, il y a eu des déportations en Algérie, mais les plus rouges vifs, les dossiers de police se mettent aux frontières de l'Est. Et donc on a envoyé dans les pays de l'Est, en Pologne et ailleurs, des gens qui ont été des héros de la résistance française. Je voudrais quand même mettre le projecteur sur la figure de José Baron Carreño, vous avez son image ici, qui était le chef des guérilleros espagnols pour la zone nord, l'ancienne zone occupée, et qui, le 19 août 1944, au boulevard Saint-Germain, avec ses camarades, ont engagé la bataille, je dirais, militaire contre les Allemands. Il s'est approché d'un camion où il y avait des Allemands, et il a tiré un coup de feu, et lui, il a pris un coup de feu dans le cœur, j'ai mis la tête dans le cœur. Et donc, on a cherché, alors il était effacé complètement de toutes les mémoires. C'était le chef des guerriers mort le premier jour, 19 août 1944. On a fait des recherches, on a retrouvé sa tombe au cimetière parisien de Pantin, ici le carré militaire. Et on a pu identifier, y compris, on a retrouvé les fiches d'état civil de la morgue pour savoir qu'il était mort, etc. Très bien. Et donc on a demandé à ce qu'il soit reconnu mort pour la France. Évidemment, il est mort au combat, Or, à ce jour, les démarches n'ont pas abouti. Si vous allez au cimetière de Pantin, vous regardez les tombes. Alors lui, il est entre deux Français qui ont été tués pendant la libération de Paris. Ses deux camarades, à côté, il y a écrit mort pour la France, lui, il y a écrit tué à Paris. Le Secours populaire, il tient son nom actuel en 1945, après-guerre, mais il existait déjà depuis les années 20. Il était à l'époque le Secours rouge international, mais bon, après 1945, il a pris une ampleur plus large, sans différence politique, religieuse ou autre. Et à l'heure actuelle, il agit sur tous les fronts, c'est-à-dire sur le plan social en France et aussi à l'étranger. Et il intervient dans toutes les catastrophes qu'il peut y avoir en France ou à l'étranger, que ce soit des inondations, des séismes et tout ça. Voilà. Alors c'est une grande association qui fonctionne surtout grâce à ses bénévoles. Là, disons que c'est le comité, l'association pour le souvenir des fusillés du Mont Valérien et de l'Île-de-France. Enfin, j'ai tout un tas d'autres casquettes. Alors, je suis au bureau de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Je suis le secrétaire général du comité du souvenir des massacrés de la cascade du Bois de Boulogne. Et je suis vice-président national de l'UFAC, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, chargée des affaires internationales. Et l'UFAC, c'est 800 000 personnes, quand même. Il reste du temps pour vivre normalement? Non. Non, mais vous savez, j'ai eu une vie de militant. Bon, quand j'étais encore en activité, j'étais directeur du comité d'entreprise Renault à Billancourt. Je n'avais pas beaucoup de temps à moi non plus. Je veux dire, bon, après on s'habitue. Et ici, vous êtes à quel titre alors? Alors, au titre de secrétaire général du comité du souvenir des fusillés du Mont Valérien. Voilà. Tout à l'heure, je pars au Panthéon. Et ce soir, également, il y a une soirée au siège du Parti communiste à Fabien. Il y a une soirée aussi résistance à laquelle je serai également présent. Voilà. Alors, il s'agit de l'amicale de Châteaubriand-Rouyen qui fête cette année, le 30 septembre, c'est son 70e anniversaire. Création après les fusillades du 22 octobre 1941, 27 fusillés à Châteaubriand, 48 avec ceux de Nantes à la suite de la... Je suis en train de chercher contre Hoche à Nantes. Voilà. Et donc, depuis 70 ans, l'amicale, tous les ans, fait une évocation artistique
sur le site de la carrière et l'amicale a racheté des terrains, la ferme qui était en haut de la carrière et on a fait un musée. Châteaubriand, c'est en Loire-Atlantique, à une centaine de kilomètres de Nantes. Alors le NAC est une très vieille institution qui a été créée en 1916 suite aux conséquences de la guerre de 14, puisque jusqu'à présent il n'y avait pas eu de guerre de cette ampleur et l'État s'étant retrouvé avec beaucoup de veuves et d'orphelins à gérer, il a fallu créer un organisme pour ça. Et ça a été les prémices de l'ONAC qui a continué à évoluer avec les années. Donc actuellement nous avons en charge les anciens combattants, puisque le Code des pensions militaires d'invalidité nous dit dans un de ses articles que nous leur devons assistance morale et matérielle. Donc, fort de ce règlement, nous appliquons les choses et nous sommes donc en charge des anciens combattants. Actuellement, c'est rajouté les victimes d'attentats, dont nous gérons les conséquences, c'est-à-dire les personnes elles-mêmes, mais aussi leurs enfants quand il y a des difficultés liées à la famille. Et puis, nous gérons aussi tout ce qui concerne les rapatriés. Et c'est une compétence récente que nous avons. En ce qui concerne les déportés, non, c'est pas vous. Vous occupez des déportés également. Les victimes de guerre. D'accord, ok. Oui, oui. Les victimes de guerre sont considérées, enfin les déportés sont considérés comme victimes de guerre, d'accord. Donc vous fonctionnez au niveau des statuts social, retraite, mutuelle. Tout à fait. Alors les mutuelles, nous nous en occupons pas directement parce que ce sont des services indépendants, mais nous préparons les dossiers. Voilà, lorsqu'un ancien combattant veut bénéficier des cotisations préférentielles pour les mutuelles, nous confirmons que la personne est bien ancien combattant auprès de la caisse mutuelle. Et donc en fait, les subsides viennent d'où? Alors nous avons une dotation de l'État puisque nous sommes opérateurs pour l'État et nous avons les recettes du Bleuet, le Bleuet de France qui est une de nos ressources. Et nous occupons aussi de mémoire. Voilà, donc vous avez ici deux types d'associations. La première qui est sur votre droite, c'est la Fédération nationale des déportés interdits de la résistance, donc les résistants déportés ayant répondu à l'appel du général de Gaulle, pour schématiser. Et l'UNADIF qui correspond aux enfants de ces déportés résistants. Et ici, c'est le stand de l'amicale de Nassweiler-Struthof, donc le seul camp de concentration qui se trouvait en France occupée, en Alsace, où 52 000 déportés résistants, Nartun-Nebel, se sont retrouvés. Alors d'abord 17 000 dans le camp principal du Struthof et 35 000 autres dans ce qu'on a appelé les commandos, donc des camps annexes qui eux se trouvaient en Allemagne. Et sur ces 52 000 déportés, 22 000 sont décédés. Alors c'était des déportés qui avaient des conditions de travail extrêmement difficiles. Les Allemands les faisaient travailler jusqu'à temps qu'ils meurent. Ça a été à la fois pour l'industrie allemande, pour l'armée allemande. Je suis donc moi-même fils d'un résistant déporté. Et quand il est décédé il y a 4 ans, j'ai pris sa succession dans toutes ces associations mémorielles, y compris à l'amicale du Struthof. Voilà, je vous remercie. Et puis notre organisation, c'est Amis, Fondation, Mémoire, Déportation. D'accord. Ça fait 2 mois qu'elle tourne à Paris. Pour être au parfum, vous prenez le site lutetia.info. D'accord. Je découvre, je n'ai pas eu le temps de la lire, et donc je la trouve vraiment très intéressante. Elles sont vachement bien. Il y a combien de temps qu'elle a été faite, cette expo? Elle a combien de temps maintenant? Ah ouais, c'est très récent. Nous sommes l'Institut d'Histoire Sociale CGT de la Métallurgie. Donc voilà, on est une association qui travaillons sur l'histoire et la mémoire donc des organisations syndicales et des travailleurs de la métallurgie en région parisienne comme plus largement partout en France. Donc on participe aujourd'hui à plusieurs titres et notamment tout simplement parce que les métallos ont été particulièrement investis dans la résistance.
voilà, on compte énormément de métallurgistes qui sont morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale et donc c'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui. Quelles sont vos activités concrètes? De manière générale? Ouais. Alors, on fait un travail particulier sur les archives de notre organisation syndicale. Et à partir de ces matériaux, on organise différentes initiatives, des journées d'études, des journées de commémoration, des ouvrages, comme là, cette biographie de Jean-Pierre Timbout, donc un militant métallurgiste de la région parisienne, donc qui a payé de sa vie son engagement. C'est l'Institut d'histoire sociale de la CGT Île-de-France qui s'est créé il y a 10 ans. 10 ans pour travailler sur la question de l'histoire des luttes sociales et syndicales de cette région capitale, donc région aux enjeux de lutte de classe très importants à travers l'histoire de l'édification de la nation française. Nous sommes ici parce que d'abord nous avons des productions qui portent témoignage de cette période-là, notre revue trimestrielle Mémoire vive, un certain nombre de livres qui portent sur cette période. Les militants syndicaux de la région parisienne, de la période des années 36, 38, 39, 40, ont été pour nombre d'entre eux victimes de la répression, parce que le premier camp d'internement des résistants a été un cours, le camp oublié, qui se trouve aujourd'hui dans le Val d'Oise, à la limite des Yvelines. Quelle période? Quelle date? L'ouverture de cours, c'est 40. Et la plupart qui ont été internés au camp d'Incourt ont été transférés après à Châteaubriand. Et tous ceux qui ont été fusillés à Châteaubriand ont été d'abord parqués à Incourt. Donc c'est ces enjeux-là que nous travaillons, y compris puisque la région parisienne, avec le CPL et avec Raoul Tanguy, a pris une part importante dans la libération, bien sûr, de la France. En 1943, il y a les accords du Péreux de réunification du syndicalisme CGT, et en mai 43, le 1er mai 43, il y a aussi le bureau de l'Union syndicale de la Seine qui est rendu public et revient dans la clandestinité à son activité. Donc c'est toute cette période importante que nous voulons porter à connaissance à travers un institut d'histoire qui a 10 ans d'existence et qui porte l'ensemble des luttes de cette région. Pareil, militant CGT de l'Union départementale CGT de Paris. Et on s'associe avec l'IHS pour présenter quelques livres. Un livre qui est paru sur la résistance dans le 13e arrondissement. Et puis des brochures que l'IHS avait éditées sur le programme du Conseil national de la résistance. Et un livre sur Ambroise Croizat, qui est le créateur de la sécurité sociale. C'est l'Institut d'histoire sociale du livre parisien et on organise des débats et chaque débat est l'occasion de faire une brochure. Donc là, c'est des brochures qui ont trait un peu à l'activité pendant les imprimeurs sur la résistance. Et puis là, la montée du fascisme dans les années 33 et 40. C'est une structure qui existe depuis combien de temps? 1904. 2006. 2006. C'est récent aussi, oui. Ça a été la prise de position qu'il fallait absolument que l'histoire, à la fois de nos professions, mais serve aussi à faire connaître l'histoire aux jeunes de nos professions, tout ce qui a pu être obtenu. Vous avez aussi un centre d'archives. Oui, les archives du livre parisien sont aux archives de Paris. Donc elles sont consultables depuis un an à peu près. Oui, donc l'association nationale des Garibaldiens, donc ça fait depuis 1947, elle a été créée. Et elle existait déjà à la fin de la Première Guerre mondiale. En fait, c'est sur les idées de Garibaldi.
c'est-à-dire l'unité des peuples, la paix entre les peuples dans l'Europe. Et Garibaldi a fait ses combats à chaque fois que la France a été engagée ou quand il y a eu un problème au niveau du monde. Il a été combattu en 1870 en France. Et ensuite, les Garibaldiens ont combattu en 1914-1915. Il y a eu des milliers de morts d'Italiens qui sont enterrés dans l'est de la France, à Bligny. Ensuite, en 1936, il y a eu tout un engagement des Italiens sous l'unité garibaldienne pour la guerre d'Espagne pour la République espagnole. Et enfin, en 1939, avec la France, bon, ça n'a pas été loin, mais pour personne. Après, ils ont été dans la résistance. Et enfin, en 1943, pour combattre en Italie, pour le dernier mot contre Mussolini. Et donc depuis 70 ans, on est présent à la Flamme, l'Arc de Triomphe tous les jours de l'année. Et dans différentes commémorations. Et dans des combats, on se dit une association antifasciste, une des plus anciennes de France. On milite par exemple pour les sans-papiers, on milite contre les expulsions, voilà, ce genre de choses. Tout en restant très modeste. Il y a au Père-Lachaise, il y a je crois un monument, non, Garibaldi? Oui, il y a un monument Garibaldi dans l'allée tout en haut du Père-Lachaise avec tous les monuments de tous les pays d'Europe qui se sont engagés. Il y a les Polonais, les Allemands, différents pays. On participe au cimetière d'Évry aussi chaque année à la commémoration de Manouchian. Puis il y a différentes commémorations qui sont tout au long de l'année. Et on a un local dont on est propriétaire, on est très fiers d'ailleurs, juste en face de l'Hôtel du Nord, quai de Valmy, où on a un petit musée avec des affiches, des choses, et un petit restaurant où de temps en temps on fait des repas très convivial. C'est l'association Mémoire Vive des convois des 45 000, comme vous avez dit, des 31 000. Vous voyez, c'est une association qu'on a formée des deux convois. Les 31 000 sont partis, les 45 000 sont partis le 2 juillet 1942. Et puis le convoi des 31 000, c'est un convoi de femmes qui sont partis le 24 janvier 1943. Ils sont partis d'où? Auschwitz-Birkenau. Ils sont partis d'où? Ils sont partis de Compiègne. Et les 31 000, le convoi de femmes, quand ils sont arrivés à Auschwitz, ils ont chanté la Marseillaise en arrivant. C'est assez... mais on n'en parle pas tellement. C'est très important. Ils sont partis, les femmes, ils sont partis à 230, ils sont revenus à 49. Et les hommes qui sont partis à 1175, ils sont revenus à 119. C'était que des convois de juifs ou il y avait... Non, c'était un convoi de résistants, de politiques. C'est le seul convoi de politiques qui est parti pour Auschwitz-Birkenau. Donc c'était deux convois, c'est ça? C'était le convoi des 45 000. Mais là, ils ont vraiment une histoire très particulière, ces deux convois, parce que ce sont les deux seuls convois de résistants qui ont séjourné à Auschwitz. Et alors ils ont été, comme les gens qui venaient à Auschwitz, ils ont été gazés dès leur arrivée? Non. Non. Non, il n'y a pas eu la sélection qu'il y avait pour la sélection raciale. Ils sont morts à des proportions, mais ce convoi, à l'arrivée à Auschwitz, il avait été séparé en deux. Ils en avaient laissé la moitié à Auschwitz et la moitié à Birkenau. Et sur presque 600 qui sont montés à Birkenau, ils les ont redescendus 6 mois après, il en restait 19. Alors ils sont morts de malnutrition, d'épuisement au travail, des coups et tout ça. Mais ils n'ont pas subi à l'arrivée ce qu'ont subi la déportation raciale. Alors nous, c'est l'association du 24 août 1944. Pourquoi du 24 août 1944 ? Parce que c'est la veille de la libération officielle de Paris. Les premiers chars sont entrés en fait à 21h et ils étaient conduits par des républicains espagnols qui faisaient partie de la 2e DB du général Leclerc. Et donc le but de notre association, c'est d'entretenir
la mémoire de ces républicains espagnols dans le mouvement de libération, dans le combat antifasciste en Europe et notamment plus précisément en France. On entretient cette mémoire et on continue ces combats parce que malheureusement le fascisme relève la tête dans certains pays et les idées d'extrême droite réapparaissent des fois. Donc on considère qu'il faut toujours rester vigilant et en rappelant ce qu'ont fait nos aînés à une certaine époque dans ce pays et dans d'autres pays, puisqu'ils avaient commencé à lutter contre le fascisme en Espagne en 1936. On pense qu'on mène toujours le même combat. Donc vous êtes les descendants en fait de ces résistants. Beaucoup d'entre nous sont fils de républicains espagnols. Et vous avez une grosse publication là. Oui, vous êtes très prolifique. Nous sommes très prolifiques. Oui, et ça c'est le drapeau de la République espagnole. Ça c'est sur les camps. Parce que les Français, on croit que maintenant les Français sont moins accueillants qu'avant. Mais ils n'ont jamais été accueillants. Dès les années 30, on internait les gens qui venaient se réfugier en France. Les gouvernements, on parle des gouvernements. On parle de rénover Roland-Garros. Mais il ne faut pas oublier que Roland-Garros a reçu les antifascistes allemands et autrichiens dans les années 30. C'était notre façon de combattre le Hitler. Donc ça, c'est dénoncé dans tous nos livres. Voilà. On a beau être des bons Français, on veut quand même que la France se regarde un peu dans la glace avant de faire le... Ah bah surtout que ces camps ont servi à beaucoup de choses. Oui, ils n'ont pas détruit les camps. Les locataires changeaient. C'est pour ça, moi, quand j'entends les nouvelles lois, soi-disant la façon dont on va accueillir les boat people et tout ça, les discussions qu'on voit, je trouve ça dégueulasse. Hein, parce que jamais on a été foutu d'accueillir correctement les gens. Et pourtant, moi, je suis un vrai Parisien, mais parfois, ça me fait un peu honte. C'est vrai. Voilà. C'est un coup de gueule, quoi. Oui.